Notre troisième intervention concerne les modalités de commercialisation des produits de santé, y compris leur circuit de distribution. Commençons par les modalités de commercialisation. Les produits de santé sont des biens de consommation. Que dit le Code de consommation sur la commercialisation des dits biens? Dans le Code de la consommation, nous trouvons une obligation de conformité. En effet, dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Il s'agit d'une conformité aux prescriptions en vigueur, c'est-à-dire aux textes obligatoires. Le dit Code poursuit: le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. Il s'agit d'un article d'une grande importance à l'heure du grand marché unique communautaire, fondé, entre autres libertés, sur la libre circulation des marchandises. Vous le savez. C'est la première personne physique ou morale qui met un produit sur ce grand marché unique qui est responsable du dit produit, qui doit s'assurer de la conformité du produit aux dispositions requises le concernant. Elle doit donc pouvoir présenter les justificatifs du respect des dispositions requises à tout agent, c'est-à-dire un inspecteur par exemple, chargé d'en assurer la vérification. Qu'en est-il de nos produits de santé? Prenons le cas des médicaments. Le Code de la santé publique nous apporte la réponse attendue. Arrêtons-nous d'abord sur le cas des médicaments dans la partie législative du dit Code, à l'article L. 5121-8. Nous faisons connaissance avec les conditions de commercialisation des médicaments. Ainsi, toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Quelles sont les expressions magiques? Il s'agit de médicaments fabriqués industriellement et non à la demande comme c'est le cas souvent à l'officine. Puis est faite la différence entre mise sur le marché et distribution à titre gratuit. Cela veut dire que tout médicament fabriqué industriellement doit avoir une autorisation de mise sur le marché, qu'il soit cédé au sens juridique du terme, c'est-à-dire vendu, ou donné lorsqu'il s'agit d'échantillons. Poursuivons la lecture de notre article. Une autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu'à un demandeur établi dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen. Ainsi, une firme établie aux États-Unis ne peut demander et obtenir une autorisation de mise sur le marché en France. Elle doit passer par exemple par une de ses filiales établies en France, dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen. Le droit communautaire a apporté une modification fondamentale. L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de 5 ans et peut être ensuite renouvelée sans limitation de durée. Le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché n'est plus quinquennal comme c'était le cas en France depuis les années 40. L'AMM est accordée désormais pour une durée de 5 ans et peut être renouvelée pour une durée illimitée. Cependant, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en charge de cette autorisation de mise sur le marché, peut accorder un renouvellement limité dans le temps si le médicament a fait l'objet d'une déclaration de pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'il a fait l'objet de déclaration d'effets indésirables. On peut donc bien dire que le médicament est mis sous surveillance. Enfin, cet article se termine par une information très importante. L'AFSAPS octroie l'autorisation de mise sur le marché, mais c'est le titulaire de l'AMM qui demeure responsable du médicament qu'il met sur le marché. Attention, le fabricant fabrique. Il est donc responsable de la fabrication et des activités liées à la fabrication, comme l'étiquetage et le conditionnement. L'exploitant, c'est-à-dire le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, exploite. Il est donc responsable des activités liées à l'exploitation, comme la surveillance du produit après sa mise sur le marché, c'est-à-dire la pharmacovigilance, ou la publicité. Après l'article L. 5121-8 vient normalement l'article L. 5121-9. Ce dernier article nous donne les critères de refus de l'autorisation de mise sur le marché. La formulation de l'article est donc assez originale. C'est en négatif et non en positif. En effet, on n'octroie pas une autorisation de mise sur le marché, mais on la refuse. Alors voyons les premiers critères. L'évaluation des effets thérapeutiques positifs au regard des risques
Lorsque cette évaluation n'est pas considérée comme favorable, il y a refus. Pensons à notre traditionnel rapport bénéfice-risque. Ce rapport doit donc être favorable pour l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché. Deuxième critère, la composition qualitative et quantitative. Cette composition doit être déclarée conforme. Si elle n'est pas conforme, il y a un refus. Poursuivons notre lecture. Troisième critère. L'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment démontré par le demandeur. Ainsi, dans ce cas-là, il y a refus d'autorisation de mise sur le marché. L'article se termine sur une information qui matérialise le pouvoir de police sanitaire de l'AFSAPS. L'agence octroie l'autorisation de mise sur le marché et peut donc également la suspendre ou la retirer. Prenons maintenant le cas des dispositifs médicaux. Une fois encore, le Code de la santé publique nous donne la réponse attendue. Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés s'ils n'ont reçu au préalable un certificat attestant leur performance ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers. Le législateur a été plus précis que pour le médicament puisqu'il a utilisé en plus de la mise sur le marché les expressions suivantes: utilisation, mise en service et importation. Les vérifications des performances, c'est-à-dire des indications thérapeutiques, et de la sécurité sont également préalables aux activités citées précédemment. Notez qu'elles auront pour cible non seulement des patients, mais également les utilisateurs et les tiers. Notez aussi qu'il ne s'agit pas d'une autorisation de mise sur le marché, mais d'une certification. La certification peut être une auto-certification. C'est alors le fabricant qui s'auto-certifie et qui prend la responsabilité du dispositif qu'il certifie. Dans les autres cas, la certification est faite par un organisme qui n'est pas l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, mais qui est agréé par cette agence. En France, il n'y a qu'un seul organisme agréé, c'est le LNE-GEMED. Cet organisme agréé est également appelé organisme notifié, car chaque agence compétente en matière sanitaire notifie à la Commission européenne les organismes qu'elle a agréés. Et cette notification aboutit à l'octroi de chiffres qui sont donnés à ces organismes et qui les officialisent. Ainsi, pour le TÜV, on a 0123 et pour le LNE-GEMED, 0459. Ce sont des chiffres que vous trouvez... Ce sont des chiffres que vous voyez sous les deux lettres CE et qui matérialisent bien la notification et l'agrément officiel de ces organismes. Ils symbolisent également la certification par le dit organisme des dispositifs médicaux qui sont donc mis sur le marché. L'article que vous avez sous les yeux nous amène à comparer le DM aux médicaments. Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France est revêtu du marquage CE, attestant qu'il remplit les conditions énoncées précédemment. Toutefois, le marquage CE n'est pas requis pour les dispositifs sur mesure et pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques. Les trois lettres AMM suivies du numéro d'autorisation de mise sur le marché apposé sur le conditionnement d'un produit attestent qu'il s'agit d'un médicament et qu'il est conforme aux exigences requises. De même, les deux lettres CE, accompagnées ou non du numéro d'agrément de l'organisme agréé, donc 0459 pour le GEMED ou 0123 pour le TÜV, attestent que le produit est bien un dispositif médical conforme aux exigences requises. Cependant, l'AMM n'est pas requise pour un médicament en cours d'investigation clinique, puisque ces investigations cliniques lui permettront d'obtenir la dite AMM. Il en est de même pour le dispositif médical. Il ne peut avoir le marquage CE avant la fin des investigations cliniques, donc il n'y a pas de marquage CE pour les DM en cours d'investigation clinique. Vous pouvez comparer aussi le DM au médicament pour le cas des surmesures. Seul le médicament préparé à l'avance doit avoir une AMM avant d'être utilisé. De même, seul un DM préparé à l'avance doit avoir le marquage CE. Le marquage CE, symbolisé par les deux lettres C et E, indique que le produit respecte bien les exigences essentielles requises. C'est un passeport pour les produits circulant librement dans tout l'espace économique européen. Nous connaissons les conditions de commercialisation des principaux produits de santé, mais qu'en est-il de leur circuit de distribution?
Cette question nous amène à parler du monopole pharmaceutique, car les questions relatives à ces deux produits que sont le médicament et le dispositif médical sont les suivantes. Sont-ils en libre service? Appartiennent-ils à un circuit de distribution sélective? Appartiennent-ils à un circuit de distribution exclusive? Prenons tout d'abord le monopole pharmaceutique ou la distribution exclusive de certains produits. Je vous laisserai le soin de lire cet article très important qui est l'article L 4211-1. 3 expressions résument le champ d'application du dit monopole. Fabrication, vente en gros, vente au détail. Pour les 3 activités citées, quels sont les établissements concernés? Pour la fabrication sont concernés les établissements de fabrication industrielle et ceux qui assurent la fabrication extemporanée, les pharmacies d'officine. En ce qui concerne la vente en gros, nous parlerons des grossistes répartiteurs, qui sont des commerçants. En effet, ils achètent les produits et les revendent. Nous parlerons également des dépositaires qui, eux, sont des prestataires, car ils vendent pour le compte des établissements de fabrication industrielle. Enfin, en ce qui concerne la vente au détail, pensons essentiellement aux officines de ville et aux officines hospitalières, qu'on appelle les pharmacies à usage intérieur. À quoi sert donc tout ce dont nous venons de parler? Pour tous les produits dont vous aurez à vous occuper dans votre vie professionnelle, vous devrez donc d'abord les définir, comme nous l'avons fait précédemment, avant de pouvoir répondre aux questions suivantes. Qui les fabrique? Qui les distribue en gros? Qui les distribue au détail? Poursuivons toujours la lecture de notre article. D'après le Code de la santé publique, les médicaments à usage humain, tels que nous les avons définis, sont sans contestation possible dans le monopole pharmaceutique absolu. Les 3 activités sont dans le monopole: fabrication, vente en gros, vente au détail. Quelques paragraphes après celui des médicaments figurent ceux relatifs aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux en usage in vitro. Seuls les dispositifs médicaux présentés comme conformes à la pharmacopée sont dans le monopole pharmaceutique absolu. Ainsi, la définition par présentation revêt toute son importance. Je ne vous le répéterai jamais assez. Pour faire ainsi la différence entre des pansements vendus obligatoirement en officine et ceux pouvant être vendus en grande surface, il faut regarder leur conditionnement. Poursuivons toujours la lecture de notre article. D'après toujours le Code de la santé publique, pour les dispositifs médicaux d'usage in vitro, c'est plus simple. En effet, seuls ceux qui sont conditionnés pour être utilisés tels quels par le patient sont dans le monopole pharmaceutique. Il s'oppose ainsi à ceux qui sont utilisés par les laboratoires d'analyse de biologie médicale. Pensons aux dispositifs destinés au diagnostic de la grossesse, aux bandelettes destinées à l'identification de la présence de protéines, de sels biliaires dans les urines par exemple. Mais quel monopole? Celui de la vente au détail seulement. Ainsi, des entreprises non pharmaceutiques peuvent les fabriquer et les vendre en gros. Toujours d'après le Code de la santé publique, les plantes médicinales et les huiles essentielles présentées sans allégation thérapeutique peuvent être dans le monopole de vente au détail. Seul monopole possible pour les 10 produits. Mais pour être dans le monopole de vente au détail, il faut que les plantes médicinales ne soient pas sur les listes publiées par le ministère de la Santé et que les huiles essentielles soient sur une liste publiée par le même ministère. Liste négative pour les unes, liste positive pour les autres. Nous reverrons cela dans les années ultérieures, tout au moins pour ceux d'entre vous qui se destinent à la pharmacie. Mais c'est une information importante pour vous en tant que futur professionnel de santé et même pour vous en tant que simple citoyen. Vous ne trouverez pas les mêmes plantes en officine et en grande surface. Parmi les modalités de distribution, nous avons la distribution sélective. C'est un système de distribution intermédiaire entre la distribution exclusive et la distribution libre. Elle consiste à réserver la vente de certains produits à une catégorie de commerçants en raison de la particularité des dits produits, danger potentiel, qui nécessitent la compétence de leurs vendeurs. Est-ce que ce système de vente s'applique à nos produits de santé ? Alors que les produits destinés à l'application des lentilles oculaires de contact sont dans le monopole pharmaceutique, les produits destinés à leur entretien peuvent être vendus par les pharmaciens et les opticiens. En ce qui concerne les médicaments à usage vétérinaire, seuls les pharmaciens et les vétérinaires peuvent les vendre.
Nous pouvons parler donc de vente sélective pour ces produits. La vente libre signifie que le produit concerné ne présente aucun danger particulier nécessitant interrogation et conseils spécifiques préalables à leur vente. C'est le grand principe de la vente en droit français. En effet, depuis 1792, par la loi Le Chapelier, a été proclamée la liberté du commerce et de l'industrie. Les restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie ne sont donc que des exceptions. C'est sans doute la raison pour laquelle nous retrouvons le même principe dans le droit communautaire de libre circulation des marchandises, de libre concurrence. Les restrictions à cette liberté proclamées dès 1957 doivent être justifiées pour protéger la santé publique. Par exemple, c'est ce que nous avons vu lors de notre premier cours, je vous le rappelle. Il nous fallait connaître les différents systèmes de distribution pour appréhender de façon positive la liste que vous avez sous les yeux. Vous avez le début. Il s'agit de la liste de produits que le pharmacien d'officine peut vendre, conseiller et dispenser dans son officine. Parmi les produits cités, certains sont dans le monopole, d'autres non. C'est une liste ouverte mais également limitative. Je vous laisse le soin de continuer la lecture de cet arrêté, où vous retrouvez beaucoup de produits que nous avons déjà abordés et d'autres comme le pastillage, la confiserie pharmaceutique, les eaux minérales. Ce sont donc des produits que le pharmacien peut détenir. J'insiste encore beaucoup sur la valeur des mots. Peut est totalement différent de doit. Encore quelques exemples. Vous voyez que la liste est longue. Nous avons les produits cosmétiques. Nous retrouvons nos dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, des produits chimiques, à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments. Bon, là, vous avez la fin de la liste donnée par l'arrêté. En fin de liste, il y a donc des produits importants comme les compléments alimentaires. Vous voyez qu'ils ont été rajoutés il n'y a pas très longtemps. Ça avait été un oubli puisque les pharmaciens d'officine conseillent, vendent des compléments alimentaires depuis très longtemps et qu'en fait on ne les a rajoutés qu'il y a 2 ans. Vous avez également tous les équipements de protection individuelle. Alors certains pour la protection solaire, certains sont des protections individuelles d'acoustique et enfin vous avez le dernier qui a été rajouté suite à la grippe aviaire. Vous avez des équipements de protection individuelle respiratoire. L'adjectif a été oublié mais vous le rajoutez bien et vous pensez ainsi à tous les masques qui sont disponibles désormais en pharmacie. Je vous remercie de votre attention.